Bonjour tout le monde. On va continuer cette session sur le numérique responsable avec un focus spécifique sur la data. Donc je suis consultant chez Telio, je suis architecte et je fais de l'ingénierie autour de la data et je suis accompagné de Denise. Oui, bonjour à tous. Denise Sanchez, je suis consultante senior en data stratégie, data management, des heures perdues animatrice du TON également, et aussi quelques cours à Catch d'enseignement. Et j'enchaîne. Donc Telio, pour ceux qui connaissent pas, on est un cabinet de data bordelais à l'origine. Ça fait 14 ans qu'on est dans le marché des prestations de 100% data, avec une centaine de collaborateurs éparpillés un peu, plutôt dans le sud de la France, plutôt sud-est et sud-ouest. On traite vraiment tous les sujets de la chaîne de valeur de la data, dès les stratégies, la définition des use cases, roadmap, jusqu'à vraiment la réalisation des projets data, des plateformes, réalisation des projets BI, et également tout ce qui est pipeline, et jusqu'à tous les use cases, quelques use cases un peu traditionnels, mais pas que, innovateurs également, un petit peu de data science. On avait travaillé pour certains camps bordelais, mais pas que, aussi dans des camps, dans des secteurs industrie, bancaire, un peu dans les régions notamment, et nous-mêmes aussi, évidemment, dans les enjeux de la transition écologique. On a créé aussi notre propre bilan carbone et on a aussi notre politique et on décline des actions concrètes chez nous qu'on va essayer en tout cas de vous partager lors de cette présentation pour vous apporter des éléments concrets, des idées que vous pourriez faire par la suite dans vos entreprises. Merci. Donc pourquoi on s'intéresse chez Telio à la data responsable? C'est d'abord parce que, vous le savez tous, l'inaction climatique a un coût qu'aujourd'hui on peut chiffrer à peu près à 300 milliards d'euros tous les ans, juste pour la France, sur les prochaines années. Et donc en fait, 300 milliards d'euros tous les ans, ça veut dire que soit ça sort de nos impôts, soit c'est du chiffre en moins pour l'ensemble du tissu économique de la France. Donc c'est évidemment un coût qui met en péril même notre profession en tant que travailleur de la data, qui, vous le savez tous, est un travail qui n'est pas essentiel, comme quelqu'un qui produit des aliments ou de l'eau potable. Et je vais le récupérer, merci. Et donc, en plus de cette raison purement économique, c'est aussi ce qui fait que les clients nous appellent pour du conseil en data, puisqu'évidemment, ces clients qui peuvent être des grandes ou des petites organisations ont la pression de leurs investisseurs pour se décarboner, notamment on parle beaucoup de neutralité carbone en 2050. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une vraie thématique et un vrai risque sur les chaînes d'approvisionnement, que ça soit quand des usines se retrouvent sous l'eau, ou au contraire quand il fait trop chaud pour aller travailler, par exemple en épisode de canicule. Et évidemment, notamment les nouvelles générations, lors du recrutement, sont beaucoup plus sensibles à ces thématiques RSE. Et donc pour recruter et maintenir dans l'organisation les meilleurs profils, vous avez besoin d'avancer et d'être efficace dans cette transition. Donc en tant que consultant data, finalement, on nous paye aussi pour faire de la transition chez nos clients. Et parce qu'individuellement, on y croit, tout simplement, en tant que salarié Telio, ça nous sert, nous aussi, à recruter et maintenir les meilleurs profils. Et évidemment, dans nos activités au quotidien, c'est de la gestion du risque sur nos conditions de travail en tant qu'informaticien. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, Étienne de Roquigny l'a rappelé tout à l'heure, l'impact numérique est croissant. Si on regarde juste la part de la data, ce côté, voilà, pas exponentiel, mais presque depuis 2010 jusqu'aux prévisions aujourd'hui en zeta-octets, 2 puissance 70 octets, voilà, 185 zeta-octets pour cette année de prévu. C'est pas tellement le chiffre en tant que tel qui est de toute façon soumis à une certaine opacité, voilà, des différents fournisseurs d'accès. C'est surtout les ordres de grandeur. Et ça veut dire globalement que la quantité de data double à peu près tous les 4 ans dernièrement. Donc 90% de la donnée a été générée juste sur les dernières années, ce qui pose évidemment la question de l'intérêt de cette donnée, notamment d'un point de vue historique, et de faire une analyse de cycle de vie de la donnée. C'est ce que l'AFNOR va notamment présenter au talk suivant. Donc première question par rapport
à cette question de l'impact du numérique. Ici, dans la salle, comme ça, à main levée, qui plus ou moins connaît son empreinte carbone globale sur une année? Une bonne moitié, un bon pourcentage. Et qui connaît son empreinte carbone du numérique? Intéressant. Très intéressant, car en effet, c'est un des sujets qu'on abordera, mais pour vous parler plutôt des impacts, c'est lui qui a le plus d'impact concernant le numérique, si on fait un focus, c'est vraiment les traitements et les flux de données. Le principal consommateur des ressources est vraiment lié à, si vous avez abordé un petit peu le sujet numérique responsable, c'est surtout à 15% les émissions liées au centre de données qui contribuent le plus, 20% c'est le réseau et 65% c'est vraiment les équipements des dispositifs qu'on utilise au quotidien, professionnels et personnels. Évidemment, étant dans le métier de la data, on s'en sert au quotidien des ordinateurs et du coup, si on suppose, on a évoqué le cycle, l'analyse du cycle de vie de la donnée de la même façon, des équipements, l'analyse de cycle de vie tout court, c'est une méthodologie qu'on applique également et qu'on essaye aussi de prendre conscience dans l'utilisation de ces équipements. Et d'une part, et d'autre part, donc en plus de ces traitements, c'est vraiment le streaming vidéo, c'est un principal facteur croissant du matériel, parce que qui dit on va regarder plus d'utilisation vidéo, c'est la demande des équipements supplémentaires, des écrans, des données évidemment plus grands pour traiter ces données-là, et surtout des nouveaux systèmes sans fil notamment. Et cela implique, qui dit équipement, on parle des ressources vraiment matières premières pour les construire, et c'est là où on doit prendre conscience en tout cas que dans l'utilisation de ce qu'on fait de ces équipements, il y a moins de 10% vraiment qui est lié à l'utilisation vraiment professionnelle. Donc, oui, de nos usages aussi au quotidien chez nous et à titre individuel, et pas que juste collectif. Évidemment, dans les usages plus larges, dans la société notamment française, il y a des usages liés à la télémédecine, donc on sentait que ça a fait des progrès et ça pallie aussi certains problèmes, notamment des déserts médicaux dans certaines régions, mais pas que, mais aussi on fait appel, notamment souvent dans nos quotidiens, souvent dans les appels vidéoconférences, et ça aussi, il y a des bonnes pratiques qu'on pourrait vous partager aussi pour essayer aussi de se réquestionner quand on s'est connu autour d'un call, est-ce qu'on a besoin tout le temps de garder la vidéo? C'est des petits tips comme ça. D'une part pour l'impact du numérique, et d'autre part, dans les questionnements, pour pouvoir comprendre quelle est la mesure, je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaît déjà en tout cas l'empreinte carbone individuelle. Et là, ce qu'on vous partage en tout cas très concrètement, c'est comment nous aussi on a construit, étant dans le métier de la data, notre propre bilan carbone, en s'évaluant évidemment sur la méthodologie existante de l'ADEME. Et en tout cas, on vient partager de façon concrète les 6 étapes quand on a utilisé, notamment cadrer nos activités, comprendre quelles sont les activités et toutes les émissions qu'on produit, que ce soit dans les scopes 1, scope 2 et scope 3, issues de nos activités de service en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est bilan carbone, et même en tant qu'individu, c'est aussi nos activités en tant qu'individu. Identifier, évidemment, quand on cherche à quantifier quelles sont les sources des données, où est-ce qu'on va les chercher? On a souvent en entreprise des outils en tout cas dans nos systèmes d'information liés à nos fonctions support notamment, et c'est là où on va aller capturer une partie de cette donnée-là, mais pas tant que ça, parce que là on parle de la photo en interne, mais aussi on doit prendre en compte le scope en aval et en amont. Évidemment, on doit la collecter, et c'est là où nous on voit chez nos clients que déjà connaître l'environnement de tous les outils, et c'est bien capitaliser sur l'existant pour pouvoir faciliter cette injection et cette en tout cas collecte des données par rapport à ce qui existe déjà et ce qu'on a déjà en interne. Et si on l'a pas, il faut trouver des astuces aussi pour pouvoir collecter la donnée qui nous manque. Évidemment, il y a les calculs et des hypothèses à prendre en compte, parce qu'on peut parfois pas avoir la donnée, mais au moins ça nous permettra d'avoir des ordres de grandeur. Il y a toute une méthodologie à suivre pour voir dans quelle catégorie les émissions qui sont liées à en tout cas à chacune des catégories et pour chaque activité. Évidemment, l'étape d'après, c'est publier de façon un bilan carbone en entreprise, en tout cas,
qui soit conforme et qui soit aussi partageable, et ça, c'est un gage de transparence également envers les parties prenantes. Évidemment, derrière ça, pour la rendre concrète, c'est un plan d'action derrière pour savoir quels sont les postes d'émission là où il y a le plus en tout cas les plus fortes, et là où on peut y avoir de plus de leviers. Et ça, c'est à voir au cas par cas en fonction de l'activité de l'entreprise, de ce qui ressort. Souvent, par exemple, nous dans le service, c'est lié à nous en tant que dans nos achats et nos déplacements professionnels, notamment pour aller chez nos clients, à titre d'exemple. Et pareil, de façon simplifiée, c'est un peu une architecture type qu'on a chez nous, mais qu'on peut trouver facilement, qu'on peut déployer chez nos clients. C'est-à-dire, on a tous ces facteurs d'émission pour pouvoir quantifier et comprendre les calculs provenant de l'ADEME avec les API qui existent déjà. Évidemment, les sources de données, ça dépendra aussi de comment on peut faciliter, s'il y a déjà une plateforme ou pas. Comme je disais, on capitalise sur l'existant. Et c'est un dataware également, ça s'injecte dans le dataware, et le mieux c'est que vous êtes capable de maîtriser la donnée par la suite, car in fine vous allez pouvoir aussi l'utiliser dans et faciliter certaines décisions et les rendre concrètes et activables au quotidien pour votre situation business. Évidemment, après, en visualisation, nous on a utilisé typiquement Power BI, et on suit de façon mensuelle, alors qu'un bilan carbone, normalement, quand on fait la photo, c'est à l'instant T, c'est plutôt annuel, et il n'y a pas d'obligation, à part tous les 2 ans, de mettre à jour ce bilan carbone entreprise, en tout cas. Dans le sens, on peut en bonne pratique aussi également, on continue sur la mesure. Il y a d'autres mesures, en tout cas liées à plutôt la réglementation cette fois-ci. Je pense que on avez entendu parler de l'arrivée de la CSRD, la mise en place, et il y a encore des choses à affiner, mais en tout cas, ce reporting existe et continuera. En tout cas, pour l'instant, pour les entreprises qui dépassent le seuil de 1000 collaborateurs, c'est une obligation sur l'année 2024, et ça, c'est déjà appliqué et rentré en vigueur. L'objectif, c'est vraiment de renforcer ces indicateurs extra-financiers et surtout améliorer la disponibilité et rendre plus transparent ces informations-là qui, pour l'instant, sont pas forcément partagées par les entreprises. Et de la même façon, le focus, on a différentes thématiques, on a 4 thématiques qui prennent, en tout cas, qui englobent toute cette norme-là liée à l'environnement, au social, à la gouvernance et à l'application des politiques en interne. Il y a eu des petits changements avec l'arrivée de la loi Omnibus, mais je passerai les détails. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un nombre de points de data, en tout cas pour chacune des ERS, qui ont été réduits, et dans le scope également aussi un certain focus sur les données métriques, là cette fois-ci plutôt que du narratif qui était un peu la politique avant. Donc ça, c'est un exemple de comment consolider et construire ce reporting financier, et surtout quels impacts pour les entreprises. C'est qu'en effet, ça demande de se doter des outils et des process robustes pour collecter cette donnée-là. On parlait de la première étape, que ce soit pour un bilan carbone, c'est aussi à comprendre les activités et après ensuite chercher les sources des données et les collecter. De la même façon, ici, ça va demander d'analyser les données ESG et se rendre aussi, donner l'importance de ces données-là à l'entreprise. Également, s'il n'y a pas encore, on a évoqué tout à l'heure dans les différents talks, la gouvernance des données, ça va nécessiter aussi à renforcer, si on a déjà une qui est appliquée aux entreprises, mais s'il n'y en a pas, instaurer une gouvernance des données qui prenne en compte ces nouvelles données et les décisions aussi liées à la transition écologique. Et en troisième, en impact, évidemment, ça demandera d'être conforme aux exigences réglementaires, éviter évidemment la sanction et surtout perdre la confiance des parties prenantes, des investisseurs et aussi des clients, notamment les consommateurs demandent de plus en plus de comptes aussi, et c'est plutôt une bonne chose. Et comment s'y préparer de façon concrète en 5 étapes, vraiment, on remet un peu la structuration d'une stratégie reçue chez les entreprises. Si vous n'avez pas encore pensé à l'intégrer à la stratégie business, c'est vraiment une étape importante, clé, pour réussir, en tout cas, la transition, aller dans le sens de la transition écologique des entreprises. L'étape, en tout cas, très importante, même si maintenant, avec la réglementation, elle n'est pas obligatoire, c'est vraiment mener et se poser la question sur l'analyse de double matérialité, les impacts de l'extérieur, mais aussi quelles sont nos fragilités et où l'entreprise aura les points
il va devoir s'adapter pour avoir une performance durable à l'avenir. Évidemment, le troisième, lié au reporting, ce qu'on a évoqué précédemment, pouvoir le préparer, le structurer en suivant les étapes d'un projet. C'est pas juste un projet de data classique. Vraiment, il faut comprendre les données ESG et les analyser et les comprendre aussi les enjeux qu'il y a derrière. Évidemment, la quatrième, mettre en place cette gouvernance des données liées au reporting obligatoire, mais pas que, les reporting des données ESG et RSE au sens large. La cinquième étape, mais c'est pas parce que c'est la dernière, c'est la moins importante, c'est former, sensibiliser les collaborateurs également, parce que c'est une partie prenante importante, que ce soit dans la production des produits et des services. C'est vraiment les embarquer et les rendre vraiment acteurs de cette transition écologique des entreprises. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employé, travailleur, consultant interne dans la data? Vous le savez, c'est commencer par réduire l'impact du numérique au quotidien, à la fois sur optimiser l'usage des équipements, puisqu'évidemment le hardware, on l'a vu, reste la source majeure d'impact, notamment en termes d'émissions de CO2. Le CO2 n'étant pas tout, il y a évidemment des impacts sur la biodiversité, par exemple, quand on bétonne pour construire un data center. Mais sachant que le CO2 est aujourd'hui la mesure la plus quantifiable et un peu le langage commun. Ça veut dire évidemment limiter la consommation vidéo, qui on a vu est celle qui, en fait, drive l'augmentation du nombre de dispositifs, de réseaux, etc. Et utiliser les services cloud de manière raisonnée, et c'est là où on revient à parler du cycle de vie de la data, qui est créé, utilisé, et qui probablement, à un moment donné, doit disparaître pour libérer des ressources. Donc, intégrer une approche durable quand on est consultant data, ça veut dire réduire l'impact personnellement, mais ça veut aussi dire échanger avec les différentes parties prenantes, l'ensemble des métiers avec lesquels on est en contact et qui ont des demandes vis-à-vis de la donnée. Ça veut dire sensibiliser aussi les collègues, qui probablement ont aussi le même type de demande et la même inflation de données en fait au quotidien, et encourager ces pratiques plus sobres dans l'IT avec les métiers connexes qui sont nos fonctions support, que ce soit les RH, le commerce, la finance, etc. Une fois qu'on a organisé un peu la maison, on se dit ok, finalement à quoi sert, et je refais mention à Étienne de Roquigny qui disait: est-ce que l'usage n'est pas finalement ce qui va driver l'utilisation ou pas de l'IT? Et c'est là où la notion d'IT for Green est importante. Si on regarde à peu près ce que va émettre une semaine de serveur que je laisserai tourner à faire du calcul toute la semaine, c'est à peu près 9-10 kg de CO2 qui est émis. Si cet algorithme qui va tourner, cette data qui va être processée, sert à améliorer, par exemple, le remplissage des camions, et que je peux diminuer un peu la quantité de kilomètres qui vont être parcourus sur les camions, on voit que si j'arrive à économiser 100 km parcourus par un camion, j'économise de l'ordre de 120 kg de CO2 par rapport ici aux 9-10 kg qui vont être émis par une semaine de serveur. Et si, grâce à ce calcul mathématique, je m'intéresse au routage d'un porte-conteneur et j'arrive à quasiment en fait régler le routage du porte-conteneur lié à des aléas météo, type les courants, les vents, le trafic au niveau des points de passage, etc. Et si on considère juste 1 km de transport économisé par un porte-conteneur, on peut diminuer de 600 kg par kilomètre parcouru les émissions de CO2 d'un porte-conteneur. Donc on voit que certainement l'usage peut aussi de l'IT et de la data peut aussi avoir son impact dans le monde réel et physique qui permet de faire fonctionner nos flux économiques. Et donc, atténuer dans plein d'organisations, on le fait, on l'a dit, d'abord en ayant mesuré l'ensemble de nos impacts grâce au bilan carbone, ensuite en sensibilisant l'ensemble des collaborateurs, que ce soit avec la fresque du climat, l'atelier d'automne ou d'autres fresques. On participe à des initiatives transversales, notamment l'association Les Collectifs, ou en étant investisseur à Team for the Planet. On a, comme on l'a dit, une grande conversation ouverte avec les achats, et notamment la façon dont on achète, que ce soit nos séminaires d'entreprise, notre mobilité, etc., a beaucoup évolué sur ces dernières années. Et on pourrait,
Si on avait le temps de détailler, on pourrait vous parler, après tous les aspects environnementaux, des aspects éthiques de l'ensemble de la data et du fait que le numérique responsable, vous l'avez bien compris, n'est plus une option. On voudrait juste terminer en vous montrant en fait qu'on a mis l'ensemble de ces informations et d'autres études plus détaillées comme sur un livre blanc qui est téléchargeable ici, comme Antoine le précisait en début de session. C'est un livre blanc qu'on a préparé aussi avec le Polenter et une association, Data for Good, que vous connaissez peut-être ici. Et j'aurais profité de la présence de Valentin et Johanna qui ont participé à la rédaction de ce livre, si vous voulez juste monter sur scène pour présenter en une minute Data for Good et à quel point, en termes de data, l'IT for Green aussi est important. Bonjour à toutes et tous. Donc merci Denise et Clément pour la presse. Du coup, Valentin Defour, moi je suis data scientist chez Avisia et surtout bénévole chez Data for Good. Alors Data for Good, si vous ne connaissez pas encore, c'est une communauté de un peu plus, alors on est 7100, donc on dit qu'on est quasi 8000 bénévoles, tous professionnels de la tech, qui mettent leurs compétences au profit de sujets à portée positive sur l'environnement, la société. Pour vous donner des exemples de projets qu'on a pu mener, on a par exemple Surfrider Foundation avec qui on a monté un projet qui s'appelle Plastic Origins, où on est sur de la détection de déchets plastiques en rivière en se basant sur du flux vidéo ou des photos. Notre projet un peu similaire avec Pyronir qui est sur de la détection de départ de feu, sur pareil, du flux vidéo dans des forêts, branché sur des petits Raspberry Pi. Et enfin, un projet sur lequel j'interviens en ce moment sur la saison en cours, sur Stop Cyberviolence, où l'idée c'est de monter un observatoire en se basant sur de la data et des questionnaires de l'état des cyberviolences en France, pour essayer de trouver des drivers pour lutter contre ça. Donc, je passe la parole à Johanna qui va vous présenter la partie bordelaise. Oui, bonjour à tous et merci pour l'opportunité de faire cette petite page de pub. Donc effectivement, c'est les presque 8000, c'est pas que à Bordeaux, c'est au national, mais on a quand même une antenne bordelaise qui est très active, surtout depuis quelques mois. Et Gaëlle qui est sur scène est très certainement la membre la plus active de Bordeaux, donc c'est bien normal qu'elle soit là avec nous. Donc concrètement, en fait, nous, on organise des événements, on va dire tous les 2 mois ou tous les mois et demi, selon l'activité de l'association. Ça fait 2 ans et demi que l'antenne bordelaise existe. On se réunit pour des after-work, qui sont toujours des moments très sympathiques et conviviaux. Et donc, selon la période de l'année, là, on est sur une période très dense de l'association où on a des projets, une dizaine de projets à impact qui sont en cours. On partage, par exemple, lundi prochain, vous êtes les bienvenus, donc c'est dans les locaux d'Eloasso à la Cité numérique à Bègles. N'hésitez pas à vous inscrire sur Eventbrite. On organise un événement où nos bénévoles, donc ils sont une quinzaine actifs actuellement, vont vous présenter les 4 projets sur lesquels ils interviennent. Ça parle de pollution de l'eau, de potentiel solaire, de tout un tas de choses. Et voilà, vous êtes toujours les bienvenus, simplement curieux ou potentiels bénévoles. N'hésitez pas à venir nous voir. Et donc le livre blanc est il est Creative Commons, il est en accès libre sur le site de Telio depuis hier soir. Et on essaie de le faire vivre notamment en termes de données du numérique et données autour de l'IA qui, on sait, vont évoluer beaucoup sur les prochaines années. Donc au plaisir de suivre la conversation avec vous toutes qui êtes acteurs au quotidien de la data. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Ah. C'est bien, je fais mon petit sport. Bonjour, merci pour votre présentation qui rappelle bien un petit peu les enjeux. On a pu voir notamment le poids des équipements dans l'impact du numérique. Est-ce qu'il y a des éléments ou des pistes par rapport au travail sur ces équipements-là? Je pense notamment peut-être à des réseaux de reconditionnement ou alors c'est un peu ces éléments-là en tout cas pour progresser sur le sujet. Est-ce qu'il y a des pistes? La première des pistes, je dirais, c'est nous en tant que codeurs, implémenteurs, finalement en tant qu'experts vis-à-vis des métiers, c'est être capable de juger la nécessité d'augmenter les capacités. Voilà. Donc on est les premiers responsables à se dire, ok,
il faut que ça vaille le coup de changer d'équipement. Et à partir du moment où on se dit, OK, ça vaut le coup de changer d'équipement, on peut se dire, passer sur voilà, de la réparation, du reconditionné, évidemment. Si on doit, la machine ne peut absolument plus servir, passer dans une filière de recyclage, sachant qu'aujourd'hui, il y a moins de 20% des équipements IT qui passent dans une filière de recyclage, il y a à peu près 80% qui dorment dans un placard. Donc, c'est plus en fait, dans le comportement que vraiment au niveau technologique, où on sait qu'on est capable aujourd'hui de donner une deuxième, une troisième vie à l'ensemble de ces matériaux. Et juste pour l'anecdote, aujourd'hui, si on va chercher une tonne en fait, de minerais d'or, en Afrique du Sud par exemple, on récolte 1 gramme d'or à la fin. Aujourd'hui, si on va chercher une tonne de déchets électroniques, notamment de cartes, on récolte à peu près entre 100 et 200 grammes d'or. Donc il y a une vraie mine de matériaux dans l'électronique existant. Le truc, c'est que les êtres humains n'apportent pas ça dans des filières de recyclage. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Une dernière question et après on va enchaîner. Pour rester synchro avec les autres amphis. Bonjour, une petite question pour faire le lien avec ce qu'on a entendu juste avant aussi, sur trouver une rhétorique, faire en sorte que tous ces sujets-là deviennent désirables et que les gens s'y mettent volontairement. Est-ce que vous pouvez nous partager une opinion personnelle? Donc, ce que j'en comprends, vous nous avez parlé notamment du côté réglementaire, etc., et des obligations pour certaines entreprises de se lancer dans des démarches comme celle-là. Est-ce que vous pouvez nous partager un retour d'expérience personnelle sur les clients que vous voyez? Pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des tendances? Voilà, un peu si vous pouvez nous faire le profil type d'une entreprise aujourd'hui et nous faire rêver. Je ne sais pas si ça vous parlait, le petit chemin des étapes, comment se préparer. La 5e, c'était la sensibilisation, et qui est quand même un côté qui est important, et on parle de la vision de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est porté souvent par le top management de l'entreprise, et comment il conçoit l'intégration de sujets de durabilité dans la stratégie de l'entreprise. Donc si l'entreprise, dans 10 ans, c'est là où j'ai dit l'analyse de double matérialité est importante à l'avoir fait, en tout cas, pour pouvoir comprendre quelles vont être les fragilités auxquelles l'entreprise va se préparer. Et on voit que les clients, en tout cas nos clients qui se sont prêtés à lancer des démarches RSE, tout en étant conscients de que son business et son modèle des affaires va devoir évoluer pour pouvoir préserver sa performance économique. Et ben, ceux qui ont compris et qui ont lancé déjà des démarches il y a 200-300 ans sont vraiment des précurseurs. On en a quelques-uns. La tendance est plutôt, ça grandit lentement, mais sûrement. Pourquoi? Parce que le côté réglementaire, malheureusement, la contrainte réglementaire est une opportunité et il faut la voir comme telle. Et parmi nos clients, en tout cas côté prestations data, qui ont compris ça, ils sont en train vraiment de changer, de switcher, et tout s'infuse. Et c'est une démarche un peu dans les deux sens, bottom-up et top-down. Il y a les salariés qui prennent de plus en plus conscience, et ça aide à mener en tout cas des initiatives en interne, donc ils sont demandeurs aux employeurs, mais aussi la vision de l'entreprise qui vient s'infuser, et on a envie de se projeter. Et quand on parle de ça, on parle aussi des investissements. C'est un investissement de se dire, j'investis, j'intègre ce sujet RSE, en tout cas au sens large, et que ça soit aussi dans la partie data, pour se dire, je vais utiliser des technologies, oui, mais questionner les besoins. Et que ça soit des besoins, mais quand on est en industrie, la conception vient très naturellement. Et conception des produits, et d'intégrer ça, et surtout d'intégrer la dernière étape en supply chain, des reverse logistiques. Ça vient naturellement. Quand on est dans le service, les entreprises qui sont dans le service, ça vient plutôt, la pression, en tout cas, vient aussi des consommateurs qui sont demandeurs de nouveaux produits et de nouveaux services liés à cette durabilité. Donc, en tout cas, pour être représenté, je ne sais pas si je réponds en tout cas tout à fait à la question, mais on voit que globalement, les entreprises prennent le sujet au sérieux, l'intègrent dans la vision business et l'intègrent dans la stratégie. Et de plus en plus, la data est un levier, et donc cette stratégie data s'intègre
dans la vision business pour servir l'entreprise de façon durable. Et donc, la notion de numérique responsable aide aussi à cette vision-là. Les entreprises, globalement, le prennent. En Europe, heureusement. Aux États-Unis, un peu moins, mais en tout cas, dans les clients qui sont un peu avec une empreinte internationale, ont pris conscience que oui, tous les parties prenantes, à un moment donné, vont demander des indicateurs d'une façon ou d'une autre. Donc, ils vont devoir se mettre aussi à mesurer, à collecter et à faire des actions aussi pour être dans un plan de décarbonation à horizon 2050. En tout cas, oui, ça évolue positivement, lentement, mais positivement. Et vous parliez des normes aussi, et ce qui fait que la SFDR a finalement créé aussi une pression qui vient des investisseurs aussi. Exactement. Et de plus en plus, cette pression-là, finalement, finit par redescendre sur les participations aussi. Le financement, les banques, si on veut relancer des financements des entreprises, c'est un critère qu'ils vont regarder, même si ce n'est pas obligatoire forcément, mais ils vont quand même le regarder. Et ils le regardent déjà. Et ça nous fait une bonne transition vers le deuxième sujet qui est la norme des données finalement. Et on va parler de ça avec l'AFNOR. Merci encore à Télio pour cette intervention.